Il n'y a pas un jour sans qu'une fake news ne soit publiée sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, on nous a annoncé le décès du chef de l'État, l'assassinat du chef d'état-major des armées, des émeutes et un coup d'État en Côte d'Ivoire. De soi-disant informations, bien entendu toutes fausses, qui n'ont d'autre but que d'effrayer la population. C'est un homme discret, à la tête d'un service crucial pour la sécurité de notre pays, le colonel-major Guel Pétchin, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des services d'information, a décidé de sortir de sa réserve pour nous parler de cette véritable guerre informationnelle et de la manière dont nous nous protégeons. Vous êtes dans Droit dans les yeux. Bonjour mon colonel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Droit dans les yeux. Vous êtes un spécialiste de la cybercriminalité, des cyberattaques, des fake news sur les réseaux. Est-ce que c'est une impression ou on constate une explosion récente de ces phénomènes ? Ce n'est pas juste une impression, c'est une réalité. Effectivement, le phénomène est de plus en plus marquant. Et je pense que l'actualité s'y prête, l'environnement sous-régional s'y prête. Et donc, c'est une réalité à laquelle nous faisons face. Et on pourra en parler plus en détail, mais vous verrez comment on y fait face et comment on en Donc, il y a une vraie explosion, parce que là, j'en ai cité que quelques-unes, parce que ce sont les plus spectaculaires. Oui. Mais tous les jours, on en trouve. Oui, tous les jours, il y a des fausses informations qui sont distillées. Ça peut être juste des fausses informations sur un sujet qui passe, mais ça peut être très élaboré, ça peut être très structuré, coordonné dans la durée. Donc, à chacune de ces formes de désinformation, il y a des réponses. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose de très structuré. C'est ça, on va voir qu'il y en a qui sont très élaborés. Mais est-ce que la période préélectorale dans laquelle nous nous trouvons, puisque nous avons une élection présidentielle à la fin de cette année, est-ce qu'elle est propice au développement de la désinformation ? Lié à nos élections, pour l'instant, on ne perçoit pas d'attaque ou de réponse structurée ou d'événements de désinformation structurés par rapport aux élections. Mais par contre, par rapport à l'environnement sous-régional, on sent une montée des attaques structurées. La diffusion des fake news, est-ce qu'elle représente un réel danger pour un pays? Est-ce qu'on peut mesurer ça? Pourquoi c'est pas bon? C'est un danger pour un pays dans la mesure où les fake news et les campagnes de désinformation structurées ont quand même pour but de créer la stupeur, de créer le discrédit sur les institutions, de créer le discrédit sur le système d'information. Et là, ça peut impacter la vie sociale, mais également l'économie. Ne pas avoir confiance au système d'information d'un pays dans lequel, en fait, finalement, on exécute toutes nos activités de la vie sociale, ça crée un préjudice et c'est mesurable. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable guerre sans armes qui se développe sur le terrain de l'information? Oui, on peut parler d'une guerre sans armes, dans la mesure où des États peuvent être visés, des concurrents peuvent être visés. Donc, l'objectif, justement, c'est d'affaiblir l'autre, comme une guerre conventionnelle. Mais là, elle est pernicieuse. Elle ne se sent pas parce qu'il n'y a pas de bruit d'armes, parce que directement, il n'y a pas de mort. Mais on peut enregistrer des morts à cause de la désinformation qui peut susciter des troubles à l'ordre public. Donc, c'est une guerre qui a pour objectif de déstabiliser des États, de déstabiliser des institutions ou des personnels, des personnes représentant institutions. Quand on dit le chef d'état-major est décédé, évidemment, ça peut démoraliser la troupe. Et heureusement, tout cela est faux et nous, on doit lutter contre. Mais j'allais dire jusqu'à quel point des fake news peuvent véritablement avoir une certaine efficacité ou un impact. Parce que, quelquefois, franchement, c'est tellement énorme. On se dit, c'est un peu n'importe quoi, ça ne peut pas toucher les gens. Comme celle que vous venez de dire, bon, on va y revenir tout à l'heure, hein, mais quand même, quand on dit le chef d'état-major a été assassiné dans son convoi au plateau, bon, enfin, je veux dire, ok, au-delà du coup que ça porte, ça peut démoraliser la troupe. C'est très clair. Enfin, en 2 minutes, on sait que c'est démenti.
Oui, c'est démenti, mais c'est distillé à petite dose. C'est pas démenti auprès de tout le monde. On va démentir, mais tous ceux qui ont reçu l'information ne vont pas recevoir la vraie information. Donc il y a tous ces délais qui peuvent créer des troubles, qui peuvent revigorer l'ennemi, pourquoi pas. Donc c'est quelque chose de très perceptible, c'est réel. Quoique, en préparant cette émission, je discutais avec une personne qui pensait vraiment que le chef d'état-major avait été assassiné, toujours, plusieurs jours après. Voilà. Voilà. C'est pour cela qu'on a besoin de tout le monde pour la réponse. On parlera des réponses, mais ce n'est pas juste le démenti. Il y a tout un processus. Donc vous pensez que dans ce côté pernicieux, il peut y avoir une certaine efficacité de la fake news? Oui, oui, on le sent dans l'impact sur la population, dans les troubles que ça peut générer, dans tout ce qui peut être utilisé par l'adversaire pour argumenter sa façon de voir. Donc, en plus de cela, la fake news et les fausses informations ont aussi le caractère de radicaliser les positions. Et on assiste de plus en plus à des sociétés qui sont très marquées, les gens sont frontalement opposés parce que justement chacun est envahi par un ensemble d'informations fausses. Donc, aujourd'hui, ces fake news enfonce chacun dans ses certitudes qui peuvent être fausses. Alors, vous parliez de l'environnement international direct de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, c'est-à-dire, bon, on parle de la sous-région, on fait référence évidemment au régime militaire qui entoure la Côte d'Ivoire et avec lesquels les relations ne sont pas excellentes. Ça, on peut en convenir. Est-ce que vous diriez que ils sont une cause principale, peut-être pas unique, mais principale du développement des fake news? On ne peut pas accuser directement des régimes, mais par contre, on a des individus qu'on connaît très bien, qui résident dans l'un ou l'autre des pays, dans des pays européens ou américains. On connaît des individus qui conduisent cette vague-là. Maintenant, que ce soit quelque chose organisé par un État contre notre État, c'est encore à démontrer. Mais dans tous les cas, on sait qu'il y a quelque chose de structuré qui se met en place et nous devons répondre par des choses structurées également. Mais quand vous dites l'environnement international ou sous-régional a un impact, c'est vous-même qui l'avez évoqué au début de cette émission. Oui. Qu'est-ce que vous voulez signifier exactement? Les argumentaires se développent. Quand on prend un jeune d'une nation donnée, il peut développer quand même les idées de son président, de ses dirigeants. Et quand il y a des confrontations, quand il y a un malaise entre deux États, évidemment, la population s'y mêle et les influenceurs en griffe qu'on connaît, ils s'y mêlent. Donc, c'est quelque chose qui peut être suscité par l'environnement, comme bientôt les élections arrivent. Hein. Donc, évidemment, chacun va développer ses théories. Ces théories peuvent être de la vérité ou du mensonge, mais évidemment, tout cela impacte la vie de tous les jours. Si je vous dis qu'au Burkina Faso, une cellule spécialisée, chargée de cibler la Côte d'Ivoire, a été créée justement pour susciter toutes ces fake news que nous connaissons. Est-ce que c'est une info ou une intox? On sait qu'il y a des groupes structurés qui sont montés pour distiller de la fausse information. Ça, on le sait. On a pu les identifier à l'occasion de certaines investigations. Ça, c'est une certitude. Il y a des comptes qui sont bien connus et qui ont d'ailleurs été cités dans un de nos rapports à l'occasion d'une fake news passée. On va y venir tout de suite. Oui, on a donné des noms, des comptes de profils, des profils bien identifiés, dont on connaît exactement l'endroit d'où ils émettent et dont on connaît aussi leur passé en termes d'habitude de diffusion de fausses informations. Ces groupes sont bien connus. Et de proximité, j'allais dire intellectuelle ou oui, on connaît généralement les causes que ces personnes défendent. Donc on les connaît et ça fait partie de la démarche justement d'identification d'une fausse information. Il faut en connaître la source et bien identifier la source. Alors justement, on va examiner quelques exemples très récents. Je parlais tout à l'heure dans l'introduction de l'émission de l'annonce du décès du président Ouattara. Oui. C'était au mois de mars, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous avez enquêté sur cette fake news. Qu'est-ce que vous avez tiré comme information? Comment est née et s'est déployée cette rumeur? Si on veut être un peu concret.
D'accord. Pour cette rumeur, nous avons enquêté, nous avons élaboré la chronologie. Qui a été la personne qui a émis la première fois? Quels sont les groupes de personnes qui ont repris l'information? Il y a même des groupes de personnes qui ont préparé cette fake news. Donc, on a bien enquêté, on a identifié les acteurs de cette fausse information et on a même communiqué dessus. On a produit un rapport qui a été passé dans la presse. Et je ramène vos téléspectateurs à ce rapport-là. Et tous les comptes qui ont contribué à cela ont été parfaitement identifiés. Donc ce rapport est public, je l'ai lu également. Oui. Et effectivement, alors, mais vous pouvez en citer ou pas? Non, aujourd'hui, je ne vais pas en citer, mais je vais vous ramener au rapport donc qui a été publié. On voit très bien qu'il y a eu... Ça a été publié sur notre page LinkedIn, sur notre page Facebook. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous y référer, mais il y a effectivement les noms des influenceurs dont on entend souvent la signature, avec une phase de préparation et une phase d'action. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont préparé l'information. Tout à fait. Alors, comment ça se fait, cette préparation? Parce que finalement, ce qu'on constate, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est que c'est très élaboré. Vous avez une formule dans votre rapport, une action coordonnée et savamment préparée. Vous pouvez en dire plus? Oui, dans la préparation, il s'agit de déjà élaborer le narratif qui peut faire mal à l'autre. Ensuite, développer toute l'infrastructure de communication qui est derrière. Ce sont des comptes qui sont entretenus pendant des années, pendant des mois, pour les rendre crédibles. Donc tout cela participe de la préparation. Ensuite, l'information est distillée d'une certaine façon, à une heure donnée, pour avoir le bon impact. Donc, quand on c'est quoi la bonne heure? Enfin, ceux qui distillent ces informations savent à quelle heure c'est bon pour eux. C'est plutôt le soir, j'ai remarqué à chaque fois qu'ils diffusent. Dans tous les cas, ils ont une démarche et nous, notre rôle justement... Alors, il y en a qui sont spécialisés pour préparer les esprits. Attention, attention, il va y avoir une annonce ou il va y avoir une information importante. Si. Et ensuite, il y en a d'autres qui lancent le... Et après, c'est repris par d'autres. Et après, il y en a d'autres qui relaient, qui diffusent massivement. Mais dans tous les cas... C'est comme ça que le processus fonctionne. Tous ces acteurs sont autant coupables que les autres. Notre loi réprime cela, donc tous ceux-là, en cas d'enquête, font partie de la même opération, donc ils peuvent être interpellés aussi. Et alors, cette fake news, vous avez identifié son origine, elle vient d'où? Dans mon rapport. Vous ne pouvez pas en parler dans votre rapport? Non, justement, c'est une information que nous avons diffusée largement. Donc, je vous invite vraiment à aller sur la page Facebook. Je vais dire moi-même ce que j'ai trouvé dans votre rapport, si vous permettez. Oui, c'est public. Tous les comptes qui ont participé sont des comptes proches du Burkina Faso et de ses soutiens, et aussi des comptes tenus par des proches du GPS, c'est-à-dire le parti politique de M. Guillaume Soro. Donc au moins, c'est pour ne pas rester vague, et comme les informations sont publiques, autant les dire. Autre fake news très récemment, à la fois, donc, elle est très choquante sur le moment quand on la lit, en même temps très improbable. On se dit tout de suite, bon, c'est bizarre. Et en même temps, c'est là qu'on voit qu'elle est très élaborée parce qu'elle était bien montée, bien conçue, bien pensée. C'était l'assassinat du chef d'état-major, le général Doumbia. Là encore, on voit beaucoup de préparation, beaucoup de réflexion. Mais franchement, qu'est-ce qu'on cherche à produire comme effet en diffusant ça? Parce que c'est tellement énorme. Je veux dire, ou alors plus c'est gros, plus ça passe. Je ne sais pas. L'effet, c'est de décrédibiliser les institutions étatiques. L'effet recherché, c'est de perturber la quiétude du citoyen. Je suis sûr que pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, beaucoup ont été perturbés. Les gens se sont posé des questions. Je dirais même le général Doumbia, c'est quelqu'un qui commande quand même toute une armée avec un certain nombre de personnel. Donc imaginez l'impact de cette information pendant 5 minutes sur la troupe. Donc, il y a un effet effectivement recherché et voilà, c'est quelque chose qui est travaillé. Est-ce que vous avez déjà pu enquêter, parce qu'elle est très récente, celle-là, elle date de la semaine dernière. Oui. Vous avez déjà pu enquêter là-dessus ou c'est en cours? On enquête sur toutes les fausses informations. On ne rend pas forcément public les résultats, mais toutes les fausses informations font l'objet d'investigations détaillées et les auteurs sont bien identifiés. Et vous avez déjà un peu une vision de ce qui s'est passé pour celle-ci? On sait exactement ce qui s'est passé. D'accord. Donc comme ça concerne l'armée ou le chef d'état-major, on n'en parle pas?
C'est ça? Non, on n'en parle pas. J'ai compris. On parle souvent de la Russie comme un État expert en matière de guerre informationnelle, avec notamment son bras armé Wagner, qui organise des armées de cyber-attaquants, dont la principale tâche serait de diffuser justement des fausses nouvelles, de nuire à d'autres pays à travers des myriades de faux comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme, en particulier dans notre sous-région? Je pourrais ne pas répondre. Allez-y. Non, mais si vous pouvez, non, si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas. Non, nous sommes dans un domaine assez sensible. Donc, il y a des informations auxquelles on a accès qu'on ne peut pas diffuser ici, et il y a d'autres auxquelles on n'a pas accès du tout. Dans tous les cas, comprenez que la guerre informationnelle, c'est une guerre menée par beaucoup d'acteurs étatiques. Et beaucoup d'acteurs étatiques développent ces techniques pour se défendre. Nous, aujourd'hui, on a tout un dispositif pour se défendre contre ces agressions, qui sont réellement des agressions, et quelle que soit la provenance de ces attaques, on y fera face. Alors, on sait que, par exemple, un pays comme la France, dans la région, a été beaucoup attaqué, et on sait pourquoi également, mais on se rend compte que la Côte d'Ivoire aussi, finalement, est attaquée de la sorte. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mais parce que c'est la Côte d'Ivoire, parce que ça se passe dans tous les... Non, pas seulement sur la couche cyber et informationnelle. La Côte d'Ivoire est visée par un certain nombre d'acteurs. Donc tout ce qui se passe sur l'espace physique est finalement transposé sur l'espace numérique également. Donc pourquoi la Côte d'Ivoire? Tous les stratèges, les analystes politiques, les stratèges militaires répondront à la même question en fait. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire agressée? Mais pour les mêmes raisons. Pas spécialement dans le cyber, mais ça fait partie. Si vous permettez, on fait une courte pause. On se retrouve juste après, où là, on va parler de la réponse que nous apportons. D'accord. Retour sur le plateau de Droit dans les yeux. Nous sommes avec le colonel-major Del Pétchin, directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc venons-en maintenant, voyons maintenant comment on fait face au phénomène des fake news et comment nous réagissons à cette guerre de l'information que nous avons évoquée dans la première partie. Je voudrais commencer par un sujet d'actualité, on va dire. On a bientôt une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on craint une ingérence étrangère dans le processus électoral? Comme par exemple, ça a été le cas en Roumanie récemment, qui a dû carrément annuler son élection présidentielle et en refaire une autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel on fait attention? Oui, on fait attention à tout ce qui peut perturber un processus électoral. Donc ça part de tout ce qui est physique, mais également de tout ce qui est numérique. Donc les services de sécurité, dans toutes leurs dimensions, préparent ces élections pour que ce soit des élections en paix. Cette dimension aussi peut révéler des failles ou des angles d'attaque pour lesquels nous nous préparons effectivement. Est-ce qu'on est armé pour faire face à une telle menace, pour assurer la sincérité du scrutin? Pour notre part, pour tout ce qui est sur le volet cyber, nous sommes armés pour répondre sur notre angle. Et je pense qu'on a tous les outils qu'il faut. On continue de se mettre en jambes en entendant les hostilités sur le terrain de la guerre informationnelle. Donc on est outillés et on continue de se mettre en place. Et on a à la fois les hommes et les structures. On reviendra sur votre structure l'ANSSI, qui est une structure récente. Oui. On expliquera un peu ce à quoi elle sert. Mais en attendant, je reviens aux fake news pour voir comment on réagit en tant qu'État lorsqu'on est face à une fausse information qui se divulgue sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur l'annonce du décès du président Ouattara, quelle a été la réaction? Quelle a été votre réaction? Ok. Déjà, avant de parler de ce cas-là, il faut dire que la première réaction, c'est la sensibilisation, la formation. Il faut que les populations soient alertées de la problématique des fake news. Comment on les identifie? Comment on lutte contre?
comment on évite de les relayer. Donc il y a tout un volet sensibilisation et éducation qui est déjà en cours de déploiement depuis plus d'1 an, où on parle aux populations sur la question de la fake news. Et vous parlez comment? Sous quelle forme? Comment est-ce que vous éduquez justement il y a des campagnes les utilisateurs oui. des réseaux sociaux à ne pas croire tout ce qui passe? Il n'y a pas que les utilisateurs des réseaux sociaux, parce que tout le monde est impacté. Ouais. Il y a tout le monde. On leur explique comment reconnaître une fake news, comment vérifier l'information et quel est le comportement à avoir face à une information. Mais vous faites ça comment? Sous quelle forme vous allez... Il y a des campagnes de sensibilisation terrain. Je peux vous donner un chiffre. L'année dernière, en 2024, c'est 30 000 personnes qui ont été sensibilisées directement. Il y a des formations adressées à des spécialistes. L'ANSSI a formé à peu près 400 personnes l'année dernière, des spécialistes. Et donc, c'est un pan très important. Les gens peuvent diffuser ce qu'ils veulent, mais si notre population est prête à ne pas digérer cela, tant mieux. Oui. Donc ça c'est la première réponse qu'on donne. La seconde réponse, c'est quand la fake news ou la série de messages structurés, organisés se déploie, comment est-ce qu'il faut endiguer? Ce qu'on fait déjà, c'est de vérifier et démentir. Ça, c'est la première chose. Il faut pouvoir très vite confirmer et démentir. Et confirmer là, quoi, pardon? Infirmer l'information, oui, voilà. Confirmer qu'il n'y a pas eu de... que ce n'est pas avéré. Voilà, ça c'est la première chose. Il faut que ça soit clairement dit, il faut que ce soit clairement dit que c'est faux. Et il faut également que, lorsqu'on le dit, ce soit audible. Oui. Donc, il faut travailler à rendre visibles ces plateformes qui font du fact-checking, qui dénoncent ces fake news. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a mis en place depuis près de 2 ans maintenant la plateforme Alerte 100, qui est la plateforme officielle de démenti des fake news. Donc à chaque fois que vous sentez que quelque chose n'est pas vrai, venez confirmer. Ou quelque chose est trop gros pour être vrai, venez. Est-ce que dans ce type d'action-là, c'est-à-dire la vérification de l'information et le démenti des rumeurs et des fausses informations, est-ce que vous vous appuyez sur les organes de presse crédibles, sérieux? Aujourd'hui, notre rôle, c'est toutes les institutions étatiques qui sont agressées. Lorsque l'État de Côte d'Ivoire est agressé par ces institutions, par ses dirigeants représentant institutions, nous réagissons. Et la réponse, la vérification se fait directement auprès des acteurs. Voilà, on appelle l'acteur et puis l'acteur nous dit... Oui, bien sûr, mais pour démentir l'information, pour qu'elle soit bien divulguée. Oui, pour démentir l'information, je disais tout à l'heure qu'il faut que l'information soit audible. Et c'est en cela que dans notre stratégie, il s'agit de mobiliser justement toutes ces plateformes audibles, toutes ces personnes audibles. C'est pourquoi les organes de presse, j'allais dire... Vous avez un rôle à jouer. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ce que je pense. Tout à fait, c'est pour ça que je suis là. Donc, effectivement, il faut sensibiliser les organes de presse parce que donner l'information, c'est un métier. Ce n'est pas juste publier une information. Donc, nos concitoyens doivent justement se tourner vers les sources crédibles qui ont fait la preuve par le passé de leur crédibilité pour aller à l'information vraie. Une information qui n'est annoncée par aucun organe de presse sérieux n'est pas une information. Donc, c'est un réflexe à avoir. Et deuxième réflexe à avoir, c'est éviter d'aller chez des gens qui ont déjà annoncé plein de fausses choses. Il ne faut pas aller prendre de l'information auprès de profils qui ont été dénoncés plusieurs fois par des rapports répétitifs. Donc tout cela, ça fait partie de la réponse. Donc vous disiez, premièrement dans la réponse, la formation générale de la population. Oui. Deuxièmement, il faut vérifier et démentir dans la réponse. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Troisièmement, il faut bien qualifier l'information. Il faut enquêter, connaître sa source, bien identifier les acteurs qui sont derrière. Pour 2 choses. Premièrement, c'est les décrédibiliser. Il faut arriver, avec le temps, à faire voir à l'ensemble de la population ou des internautes les sources non fiables. Donc, pour cela, il faut bien connaître l'origine. Deuxièmement... Mais ça peut changer tout le temps. Ce n'est pas toujours le même compte qui va forcément donner les mauvaises informations. On a des caractères généraux, et puis également, on a... Puisqu'il y en a qui créent des comptes spécialement pour faire ça. Si. Mais plus le compte est ancien,
plus il est connu, plus il sera audible, plus la fake news va avancer. Donc on ne peut pas raisonnablement diffuser de la fausse information avec un compte qui n'est pas là depuis longtemps ou qui n'a pas un certain nombre d'abonnés. Mais lorsque vous avez identifié alors la source et les relais, qu'est-ce que vous faites avec ces gens? On les dénonce, ça c'est un. Deuxièmement, on les poursuit. Oui. Judiciairement? Judiciairement, il y a une poursuite pénale qui s'engage. Mais encore faut-il qu'ils soient en Côte d'Ivoire? La procédure pénale a des mécanismes de coopération internationale. Et tout cela, c'est envisagé, enfin même pas envisagé, c'est en cours pour certaines affaires. Par exemple, pour l'affaire du président, puisque vous avez tout identifié, pour toutes les affaires de fake news, il y a des poursuites. La procédure pénale peut être plus ou moins longue, mais il y a des poursuites. Le procureur de la République... Concrètement, là, il y a des poursuites qui sont lancées? Oui, oui. Pour toutes les affaires, tous les profils qu'on a identifiés, il y a des poursuites. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, il y a des poursuites engagées. La procédure peut prendre du temps par rapport aux législations de certains pays. Et puis à la coopération ou la bonne ou mauvaise coopération. Bonne ou mauvaise, mais ce que je veux dire, bonne ou mauvaise coopération, il faut comprendre que la justice a de la mémoire. Les situations évoluent. Dans tous les cas, il y a des poursuites et il faut dire aux gens qui s'adonnent à cela qu'ils ne sont pas cachés. Il y a des pays qui arrivent même à extrader leurs nationaux. Ah bon? Oui. Donc, les poursuites sont engagées et les poursuites aboutiront un jour. On a de la mémoire. Mais si vous identifiez un service d'État qui serait à l'origine d'une fake news, vous ne pouvez pas engager des poursuites contre un État? Il y a des canaux, peut-être diplomatiques. Il y a plusieurs canaux. Mais nous, pour ce qui nous concerne, en tant qu'agence de sécurité, nous, les mécanismes qu'on a, ce sont les mécanismes que la loi, que les textes nous donnent. On poursuit pénalement tous ceux qui s'adonnent à cela. Et même quand ils sont sur le territoire national ou à l'étranger, les mécanismes de coopération judiciaire et de poursuite pénale existent. Et on les engage jusqu'au bout. Quelle est notre doctrine? Est-ce qu'on a d'ailleurs une doctrine en matière de riposte? Je vais préciser ma pensée. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, s'autorise à employer les mêmes armes, à savoir la rumeur, la fake news, pour se défendre et pour riposter? Ou est-ce que on s'interdit ce type de pratique-là parce qu'on dit ça, c'est pas des pratiques démocratiques et on ne mange pas de ce pain-là? Vous avez répondu. On est vraiment encadré par des textes de loi et on reste dans le cadre de la loi. Nous sommes une agence étatique qui est régie par un certain nombre de textes et on reste fidèle à ces textes. On ne va pas au-delà. Donc que diriez-vous d'États qui soutiennent ou qui stimulent ce type de pratique ou qui organisent ce type de pratique? Ils ont leur stratégie, je ne voudrais pas les commenter, ils ont leur texte de loi, mais nous... Vous n'accolez pas le terme de démocratique à ces États-là, quoi? Chacun a ses préoccupations. Nous, en tant qu'ANSSI, on a notre cadre légal qui est bien connu et on n'en sort pas. D'accord. Donc, nous, la Côte d'Ivoire, nous ne lançons pas de fausses rumeurs ou des fake news à l'encontre d'autres, même si c'est en riposte. Non, un État ne fait pas cela, ce n'est pas bon. Mais dans tous les cas, comme je vous le répète, nous sommes encadrés par des textes et nous-mêmes aussi, on peut être pris à défaut. On ne veut pas subir les textes que nous nous sommes donnés. Donc, on reste dans la légalité dans nos réponses. D'accord. Est-ce qu'on peut empêcher, une fois qu'elle est lancée, une fake news de se répandre ou c'est peine perdue? Oui, on peut empêcher une fake news de se répandre, c'est ce que je disais. Il faut que les citoyens... Une fois que c'est démenti? Une fois que c'est démenti, une fois que les citoyens se mobilisent en termes de connaissance de la vérité, la fake news est vite endiguée. Ça devient banal, souvent ça devient même hilarant de voir certaines choses. Donc, et est-ce qu'on peut s'en protéger, c'est-à-dire empêcher la sortie d'une fake news? Ça, chacun est derrière son clavier, il est responsable. Chacun est responsable en ligne de ce qu'il fait. On ne peut pas empêcher chacun de faire ce qu'il a envie de faire, mais on peut répondre quand ça a lieu. D'accord. Alors, vous dirigez une structure, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Oui. C'est une structure récente, elle a été créée à la fin de l'année dernière. Vous-même, vous avez été nommé directeur général de cette structure au mois de décembre dernier. Oui. Donc on est encore en phase de mise en place. Mais il faut dire que c'est le rassemblement de plusieurs éléments de l'État qui travaillaient dans ce domaine. Hein. Tout à fait. Vous pouvez expliquer ça?
Oui, à un moment donné, les ministères de tutelle, je profite pour remercier mes 2 ministres de tutelle, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, dont les missions de sécurité demeurent au sein de l'ANSSI. Pour dire que l'ANSSI, en fait, est née de la préoccupation de ces 2 tutelles de mettre de la cohérence dans la réponse. Chacun avait des missions de cybersécurité. Chaque administration, il y avait certaines au sein de la DITT, il y avait certaines au sein de l'ARTCI. Donc, toutes ces entités, toutes ces initiatives disparates ont été mises ensemble. Donc, pour ceux qui ont connu, la DITT, c'était cette direction de la police nationale qui s'occupait justement de tracer la cybercriminalité. Tout à fait. Donc, pour apporter plus de coordination à ces activités-là de lutte et donner justement une vision 360 degrés de tous les phénomènes de cybersécurité, que cette cohérence a été mise en place au sein de l'ANSSI. D'accord. Donc votre mission, oui. Elle est assez large, oui. on peut un petit peu la décliner. Oui. C'est vous qui élaborez la stratégie nationale sur la sécurité, la cybersécurité du pays, c'est ça? Oui, oui. Et elle est faite? Oui, il y a une stratégie depuis 2021 qui couvre 5 années, donc la stratégie prend fin en décembre 2025. Nous sommes chargés de sa mise en œuvre et de sa mise à jour. Donc ça fait partie des missions de gouvernance et de mise en conformité de l'ANSSI que de suivre ces stratégies-là et de les élaborer aussi. D'accord. Vous êtes chargé de protéger les infrastructures numériques critiques, qu'elles soient publiques ou privées. C'est quoi les infrastructures numériques critiques? C'est toutes les infrastructures dont les dysfonctionnements peuvent créer un dysfonctionnement majeur au sein de la société. Par exemple? Par exemple, les systèmes financiers, les systèmes bancaires, c'est tout le volet énergie. Donc, tout ce dont le dysfonctionnement peut entraîner un dysfonctionnement dans l'État est considéré comme infrastructure critique. Et on a une législation qui les énumère bien et les différents acteurs sont bien connus et ils sont soumis à une réglementation très stricte, à une mise en conformité très stricte que l'ANSSI est en charge de mettre en œuvre. D'accord. Après, il y a la gestion de crise, c'est-à-dire que là, quand il se passe quelque chose, c'est vous qui répondez. Tout à fait, oui. Y compris sur le plan judiciaire, poursuite, etc. Mais tout à fait, oui. Les enquêtes en amont pour bien comprendre. Oui. Hein? Oui. Il y a toute la veille, la surveillance. Oui. Faut dire qu'on a 2 grands types de missions. On a toutes les missions qu'on peut considérer comme des missions de prévention. Ça fait partie de toute l'éducation, la mise en conformité des entreprises. Donc en cela, on fait de la communication avec de la sensibilisation. L'ANSSI a un centre de formation pour former les spécialistes pour qu'ils soient prêts à répondre. Mais également, on a une direction en charge de tout ce qui est audit et mise en conformité. Et c'est cela qui fait en sorte que nos entreprises, nos citoyens soient invulnérables en fait, être prêts à endiguer ces attaques-là. Et ça, c'est la partie prévention. D'accord. Et puis sur le plan police-justice, il y a toute la cybercriminalité qui est beaucoup plus large que les fake news. Oui, oui. La cybercriminalité, ça peut être les arnaques, ça peut être... Tout à fait. Donc on a toute la partie réponse qui part de la réponse à des incidents, des dysfonctionnements causés de façon non intentionnelle. Il faut qu'on y réponde, mais également des dysfonctionnements causés de façon intentionnelle. C'est ça. Et là, ça devient de la criminalité. Et nous avons tous les dispositifs qu'il faut pour prendre en charge tout ce qui est incident, informer les acteurs sur les failles qu'il peut avoir. Donc on a le centre de réponse, le CICERT, qui est là pour cela. On a également tout le volet SOC, surveillance de tout ce qui est infrastructure critique, pour qu'en temps réel, les dysfonctionnements puissent être décelés et y répondre dans le temps réel. Mais également, on a la PLCC qui est connue pour répondre à tout le volet criminalité. Donc PLCC, vous pouvez rappeler ce que ça signifie? La plateforme de lutte contre la cybercriminalité, dont la mission justement, c'est de judiciariser tout cela et de conduire les suspects devant le parquet. Donc n'importe quel citoyen ou n'importe quelle entreprise qui s'estime victime d'une cyberattaque ou d'une arnaque ou de quelque chose peut venir chez vous? Oui. Pour porter plainte? Il peut venir. D'ailleurs, en 2024, on a eu 12 100 affaires exactement venant d'entreprises, d'individus qui ont été enquêtés. On a apporté du soutien à un certain nombre de personnes. Et 12 000, vous diriez, c'est peu ou c'est beaucoup?
On ne peut pas dire si c'est peu ou c'est beaucoup, parce que le nombre d'affaires est beaucoup fonction de l'évolution de l'environnement cyber. Faut comprendre déjà que la criminalité se digitalise de plus en plus. Donc, plus le taux de pénétration du digital au sein des populations augmente, plus on va avoir des victimes. Et mieux, on a des nouveaux services. Il y a 5 ans, on n'avait pas les services de VTC, de location de véhicules, on n'avait pas des services de transfert d'argent. Donc, tous ces nouveaux services vont générer de la criminalité. Tout cela impacte. Il y a aussi le fait que la criminalité numérique se complexifie avec des nouveaux outils comme l'IA qui peut générer de la criminalité, des deepfakes, on en parle souvent. Donc, tous ces facteurs mêlés vont engendrer de la croissance d'activité pour les services d'investigation numérique. Il y a une course presque technologique entre l'imagination de ceux qui veulent se servir des nouveaux outils et puis ceux qui essayent de protéger et qui doivent être à la page. C'est ça. Donc à chaque fois qu'il y a une innovation, on aura évidemment les deux côtés, ceux qui l'utilisent pour se défendre, ceux qui l'utilisent pour faire de la criminalité. Et à chaque fois, nous devons être présents, nous devons être à jour pour répondre à la criminalité. Mais on rappelle que la cybercriminalité, ce n'est pas une sous-criminalité. Il y a des vrais risques pour le pays, pour la société, pour l'économie. C'est pas quelque chose d'anodin. Non, pas du tout. Parce que dans l'esprit des gens, on n'a tué personne, donc c'est pas très grave. Non. On tue des gens en cybercriminalité. On a assisté à des suicides, on a assisté à des gens qui meurent pour des chantages. Quand on vous menace de mettre à nu vos activités intimes, évidemment, il y a des dépressions, il y a beaucoup de détresse dans la cybercriminalité. Quand vous avez votre fortune qui part du jour au lendemain, croyez-moi qu'il y a de vraies détresses en matière de cybercriminalité. Mais notre loi sur la lutte contre la cybercriminalité définit la cybercriminalité comme toutes les infractions facilitées par les technologies ou commises sur les technologies. Donc quand on dit facilité, ça veut dire que finalement on peut trouver de la cybercriminalité partout. Et donc ce n'est pas une sous-criminalité, j'ai envie de dire c'est une criminalité un peu transversale. Elle peut être en dessous du trafic de drogue, elle peut être en dessous du blanchiment d'argent, la cybercriminalité peut être en dessous de tout ce qu'il y a comme propagande. Donc, c'est quelque chose de très transversal et ce n'est pas une sous-criminalité. C'est bien réel, il y a de vraies détresses humaines, il y a de vrais troubles à l'ordre public générés, on parlait de fake news, par la cybercriminalité. C'est de la réalité. Aujourd'hui, sur le plan juridique, sur le plan des structures, est-ce que vous diriez qu'on est bien préparé à faire face, qu'on est à la page de ce qui se fait de mieux pour un État dans cette riposte et cette veille sur la cybercriminalité ? Oui, là actuellement on est en train de préparer une loi sur l'IA par exemple, pour dire qu'on est très à jour, on est très au fait des phénomènes criminels, de toute la partie légale. Il y a 2 jours on a fini les journées du droit du numérique, on a pu voir la panoplie de textes qui existent et qui couvrent tout le domaine du digital finalement. Et la Côte d'Ivoire l'a compris très tôt. Pour faire un historique, la DITT date de 2007 quand même. La PLCC date de 2011. Le CICERT existait bien avant, mais le décret de création du CICERT, le Centre de réponse aux incidents, c'est 2020. Donc pour dire que très tôt, les textes ont commencé à se mettre en place et d'ailleurs, on a des mises à jour. En 2024, on a eu une mise à jour de la loi sur tout ce qui concerne les transactions entre l'administration et les hommes. Voilà. Donc nos textes sont à jour et continue de se moderniser en fonction des évolutions numériques. La loi sur la cybercriminalité date de 2013 quand même, avec une mise à jour récente où les peines ont été doublées, pour dire qu'il y a cette dynamique. Merci mon colonel d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes un homme rare sur les plateaux de télé, donc je ne vous en remercie que plus chaleureusement. Merci. Je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. À la prochaine fois.